et bienvenue sur la chaîne Solide Code App. Je suis ici avec Marie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer 3 concepts essentiels en Java. La déclaration et l'affectation des variables. Les types objets, notamment les wrapper types. Et enfin, les structures conditionnelles comme if-else. Ces concepts sont des éléments de base pour écrire des programmes Java efficaces et bien structurés. Alors, c'est parti! Bienvenue dans notre joli écran noir. Nous allons travailler avec les variables. Je sais, dans la vidéo précédente, nous avons parlé des variables. Nous n'avons pas mis l'accent sur des mots-clés comme la déclaration et l'affectation. Nous avons juste dit créer variable. Mais là, maintenant, on va y aller un peu plus en profondeur pour vous expliquer ce que vous faites. Quand on crée une variable, en vrai, ce qu'on fait, on déclare une variable, puis on lui affecte une valeur. Ce que je vais faire ici, je vais déclarer une variable. Déclaration de la variable. On va déclarer une variable âge. Voilà, on va dire int age. Voilà. Là maintenant, je viens tout simplement de déclarer ma variable. Je lui ai affecté aucune valeur. La deuxième étape consiste à lui affecter une valeur. On va dire assignation ou bien affectation d'une valeur. Là, on vient de lui affecter la valeur 30. Donc, on l'a fait en 2 étapes. Déclaration plus affectation ou assignation, comme vous voulez. On peut faire tout sur une seule ligne, la déclaration et l'affectation. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Donc, on va faire sur une seule ligne. Je vais mettre tout ça sur une seule ligne. Int âge égale 30. Là, on a déclaré notre variable et on lui a affecté par la même occasion une valeur, ici en l'occurrence la valeur 30. Nous allons maintenant déclarer une autre variable qu'on va appeler nom. On va faire exactement la même chose. On peut dire string, c'est le type de ma variable, nom égale Alice. N'oubliez pas le point virgule après chaque instruction en Java parce que c'est important. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déclaré une variable nom et je lui ai affecté la valeur Alice. Et là, si on veut, on peut demander à afficher dans la console des informations. System.out.println. Bon, affichage de la valeur. Et on va lui afficher bonjour Alice, votre âge est. Bon. On va corriger ça parce que c'est l'encodage. Fait. Là, on va tout simplement dire bonjour à Alice. Bonjour plus nom. Votre âge est âge. Donc, on utilise nos variables ici. Si on lance notre application grâce à l'icône en haut à droite, bien, nous avons le résultat qui est bonjour Alice, votre âge est 30. Donc, en Java, on commence par déclarer une variable en précisant son type, puis on lui affecte une valeur, par exemple ici, âge, qui est de type int, et nom, qui est de type string. Et la déclaration peut se faire sur une seule ligne ou séparée de l'affectation. Par exemple, on pourrait déclarer âge sans lui donner immédiatement une valeur comme vous venez de le voir. Maintenant que nous ayons abordé les déclarations et affectations des variables,
passons au type objet, notamment les wrapper types. Effectivement, les wrapper types, ce sont des versions d'objets de type primitif. Et elles sont très utiles lorsque nous devons travailler avec des objets plutôt que des primitifs. Voyons tout ceci dans le code. Voyons ce que c'est les wrapper types. Donc, comme on a dit, pour chaque type primitif, on a un wrapper. Comme son nom l'indique, c'est un wrapper. Donc, nous allons déclarer exactement la même variable qu'on a déclarée tout à l'heure, la variable âge, mais ce ne sera pas le même type. Ce ne sera pas de type int, ce sera de type integer. Âge égale 30. On a déclaré la variable, on lui a affecté une valeur. J'ai une question. Dans la précédente section, tu as déclaré la variable âge avec le type int. À quel moment on doit utiliser integer? Alors, les wrappers en fait offrent des méthodes pratiques. Et par exemple, on peut avoir des méthodes comme int value ou plein d'autres méthodes encore. Si tu utilises cette variable, tu mets un point après le nom de la variable, tu peux voir une liste de méthodes qui sont proposées. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé un type objet. Si c'était un type primitif, on n'aurait pas toutes ces fonctionnalités. C'est ça l'avantage en fait des wrappers. Nous venons de voir le type wrapper correspondant au type primitif int. Nous allons maintenant voir en fait quel type qui correspond au type primitif double. En fait, le type double, c'est le D majuscule qu'il faut utiliser tout simplement. PI égale 3,14. Voilà. Donc, ici, ce qu'on a fait, on a juste utilisé un D majuscule. C'est ça qui indique à Java ce que c'est le type wrapper qu'on utilise et non pas le type primitif. Bon, pour le type string, on avait dit que c'était déjà un type object. On va passer dans le type char. Par exemple, avant, on avait déclaré une variable char initiale qui est égale à C. Maintenant, nous allons déclarer le type correspondant à char. C'est pas un C majuscule, mais c'est character. Donc, il faut utiliser character initial égale C. Justement. Voilà. Donc, le wrapper type correspondant au type char, mais c'est character. Là maintenant, nous allons passer à boolean. Le type boolean. Est-ce que tu peux deviner? Est-ce que tu peux deviner en fait quel wrapper type pour les booleans? B majuscule. Oui, c'est exactement, c'est le B majuscule. Donc, il faut utiliser le B majuscule. C'est ça qui indique is Java phone égale true. Ça indique à Java que c'est le wrapper qu'on souhaite utiliser. D'accord. Voilà. Et c'est pareil pour le byte. Donc, on va utiliser un B majuscule aussi. Byte, small number. C'est pareil pour long et pour float. Pour float, bon, short, c'est utilisé, c'est dit. C'est pareil pour short. C'est pareil pour long avec un L majuscule. Et c'est tout. Maintenant, nous venons de voir, pour chaque type primitif, il y a un wrapper type. Par exemple, pour le type primitif int, on a integer. Pour double, on a double avec des majuscules. Pour char, nous avons character. Pour boolean, on a boolean avec les B majuscules. Pour byte, on a byte avec B majuscule. Pour short, nous avons short avec S majuscule. Pour long, nous avons long avec O majuscule. Maintenant, la différence en fait, comme je l'ai dit, pour les wrappers, ça propose des fonctionnalités. Comment est-ce qu'on peut voir les fonctionnalités que proposent les wrappers? Nous allons utiliser
la dernière variable qui est big number. Pour pouvoir voir quelles sont les fonctionnalités que propose le type wrapper long, nous allons utiliser la variable big number. Nous allons juste ajouter un point après cette variable. Après avoir ajouté ce point, nous devons voir une liste de fonctionnalités qui nous sont proposées. Parmi ces fonctionnalités, on voit qu'on peut faire des comparaisons, convertir en float et obtenir le maximum value que le type peut contenir, le minimum value, etc. Il y a des éditeurs qui te proposent ces fonctionnalités rien qu'en mettant un point après la variable. Si tu n'arrives pas à faire ça, il n'y a pas de problème. On n'a qu'à faire contrôle et puis clic sur le type même, contrôle-clic. Et là, on tombe sur une classe qui est définie, qui est bizarrement le classe long. Mais dans cette classe, on retrouve toutes les fonctionnalités que propose l'objet. D'où ce qu'on dit, c'est un wrapper. Donc, le wrapper types comme integer, double, boolean et character sont très similaires aux types primitifs comme int, double, boolean et char, mais en tant qu'objet. Ces wrapper types offrent des méthodes pratiques. Par exemple, int value dans integer permet de récupérer la valeur primitive d'un objet integer. Et double value dans double fait la même chose pour les doubles. Comme on l'a dit, les types wrapper offrent pas mal de fonctionnalités. Nous allons voir une fonctionnalité intéressante des types wrapper. C'est la fonctionnalité qui permet de convertir un type de données en un autre type. Par exemple, si tu demandes à l'utilisateur de saisir son âge, l'utilisateur va saisir un nombre et ce nombre, en fait, l'application reçoit ce nombre en fait sous forme de chaîne de caractères. C'est-à-dire, on va recevoir ça. OK? On va recevoir ça qui est tout simplement une chaîne de caractères aux yeux de l'application. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va devoir convertir ce fameux 30 en int. Donc, pour ce faire, on va déclarer la variable âge. Int âge, on va utiliser notre wrapper integer .parseInt, c'est-à-dire on va convertir ce fameux 30 en entier. Voilà. Ça sert à convertir une chaîne de caractères en entier. On peut faire exactement la même chose pour les double. Par exemple, on peut dire int p. Si on l'a pas déjà, double point pass double. Et on va mettre, par exemple, 3.14 comme chaîne de caractères dedans. Là, j'ai cette erreur parce que le pi est déjà déclaré là-haut. On va tout simplement mettre en commentaire. Voilà. Bien. Et c'est pas int, j'ai fait une erreur, c'est double. Ok, bien. On va dire boolean is java fun égale boolean. On va utiliser le wrapper point pass boolean. On va mettre vrai ou faux. On va dire true. Donc là encore une fois, on a ces valeurs qui ont déjà été, ces variables qui ont déjà été déclarées. Dans cette section, nous venons de comprendre qu'en Java, chaque type primitif correspond à un wrapper type. Maintenant, passons aux structures conditionnelles qui nous permettent de prendre des décisions dans nos programmes. Les structures les plus courantes sont if-else, switch case et parfois même des ternaires. Voyons tout ça à l'écran. Travaillons maintenant avec la structure conditionnelle. Pour pouvoir travailler avec la structure conditionnelle, nous allons utiliser deux mots-clés Java, qui est if et else. Les if, ça nous permet de mettre une condition dans notre programme, c'est-à-dire on dit si tel événement se passe, si telle condition est réunie, alors il faut exécuter tel bout de code. Les else, c'est sinon, sinon,
exécute-moi cet autre bout de code. Nous allons prendre l'exemple de là toujours avec l'âge de quelqu'un. On va dire int âge. On va demander à quelqu'un son âge. Par exemple, on a 20. Du coup, on va mettre une condition pour dire si la personne est majeure. Je sais que dans beaucoup de pays, la majorité c'est 18 ans. Donc, on va rester sur 18 ans. On va dire if âge supérieur ou égal à 18, on va afficher dans la console, vous êtes majeur. Sinon, c'est-à-dire l'âge n'est pas supérieur ou égal à 18, donc la personne est mineure. Logiquement, la personne est mineure. Système.out.println, vous êtes mineur. On peut essayer d'afficher ça dans la console pour voir un petit peu le résultat. Comme la personne a dit qu'elle a 20 ans, qu'est-ce qui va s'afficher selon toi? Majeur. On va voir ça. Et est-ce que l'ordinateur sera assez intelligent pour voir que la personne est majeure? Mais bien sûr, la personne est majeure. On va mettre quelqu'un qui a 17 ans, par exemple. Toi, tu as 17 ans, on met 17 ans. OK? Si on met 17 ans, on relance l'application. Qu'est-ce qui est affiché ici? Vous êtes mineur. Vous êtes mineur. Voilà. Donc, la structure conditionnelle avec if-else, c'est ça. On met une condition. Si la condition est réunie, on rentre dans le premier bout de code. Eh bien, s'il y a un else, si on met un else, eh bien, ça rentre dans le deuxième bout de code si la condition n'est pas réunie. Maintenant, travaillons avec le switch case. Le switch est utile quand on veut tester une variable contre plusieurs valeurs possibles. Ici, nous allons vérifier quel jour de la semaine c'est. D'accord. Du coup, on a déclaré une variable jour. On lui a assigné une valeur, puis on a affecté une valeur lundi. Et on va switcher sur les jours de la semaine pour voir est-ce que le programme va reconnaître quel jour qu'on a déclaré. Du coup, on a déclaré lundi. Quand on va faire le switch, tu peux mettre autant de cases que tu veux. Et quand tu veux sortir de la boucle, tu mets un break. Tu mets le mot-clé break pour arrêter la boucle. OK? Donc, si on rentre dans le switch avec lundi, une fois que les cases valident et la condition lundi ici, on va rentrer on va afficher cette instruction. Quand on aura affiché cette instruction, le break qu'il y a ici va tout simplement arrêter notre book switch. Il ne va pas continuer. D'accord. OK? Donc, disons, on va lancer le programme pour voir est-ce que ça fait le boulot. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit début de la semaine. Donc, ce programme considère que lundi, c'est le début de la semaine. Effectivement, c'est ce qu'on a mis dans le case lundi. Et si on considérait que c'était dimanche le début de la semaine, donc on pourrait afficher dimanche ici. Voilà. Et on met lundi ici. On décide tout simplement que c'est lundi le week-end, on s'en fout. Donc, on va tout simplement voir ce qui va s'afficher. Et c'est là qu'il va nous dire, tu vas voir, il va plus mettre début de la semaine parce que c'est pas cette condition-là qui va être validée. Ce sera ce case-là. Donc, du coup, il va nous dire, ah, c'est le week-end. Tu vois? C'est-à-dire, le programme, tu peux induire le programme en erreur parce que c'est toi qui donnes les instructions. Il y a un élément important, j'en ai pas encore parlé, c'est les default case. Default case. Voilà, les default case, c'est au cas où il ne reconnaît pas le jour que tu as mis. Par exemple, au lieu d'écrire lundi avec un i, on va écrire lundi avec un y. Donc, ici, il va passer dans tous les cases, il va voir que ça correspond pas à dimanche, ça correspond pas à samedi, ça correspond pas à lundi comme c'est écrit chez moi. Et du coup, je dois passer dans les default. C'est là il va me dire le jour est inconnu. D'accord. Donc, on va lancer l'application. Qu'est-ce qui est affiché dans ma console? Jour inconnu. Donc, c'est le rôle de switch case, c'est de tester en fait plusieurs conditions en même temps. D'accord. Un switch est plus lisible et pratique quand il y a beaucoup de valeurs possibles, contrairement à une série de if-else. Et voilà, aujourd'hui, on a exploré la déclaration, l'affectation, les wrapper types,
ainsi que les structures conditionnelles en Java. Vous êtes maintenant prêt à manipuler des données et à prendre des décisions dans vos programmes. Oui, et la pratique est la clé. N'oubliez pas d'expérimenter pour bien comprendre ces concepts. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer d'autres aspects du langage. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et laissez vos questions en commentaire. On adore vous aider à progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour plus de tutoriels Java.